C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre programme hebdomadaire qui alerte sur la prolifération des discours dangereux chaque semaine. Ces magazines analysent la puissance du langage, des mots et des discours dans votre et dans notre société. Dans ce nouvel épisode, nous abordons une thématique essentielle pour vous, chers auditeurs. Il s'agit des conséquences du manque de langage diplomatique dans la résolution des différends entre États. Trop souvent, on dit que les conflits commencent avec des mots, se développent avec des armes, mais se résolvent à nouveau par les mots. Oui, Ronely, le langage diplomatique est fondamental pour créer des passerelles entre les protagonistes et favoriser la médiation. Sur le terrain diplomatique, ce langage est formel, poli, respectueux envers tous les participants et il tient compte des intérêts de deux parties en conflit. C'est le cas par exemple de la crise dans l'est de la RDC opposant le Rwanda et la RDC. Lors du Global Gateway Forum en Belgique, nous avons vu le président de la RDC tendre la main à son homologue rwandais pour construire une paix durable. Mais Babel, plusieurs questions émergent autour de cette volonté manifeste. Qui doit recourir en premier à ce type de langage? Comment un recours au langage informel peut-il torpiller les initiatives de paix? Et que faire pour promouvoir les langages diplomatiques? Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier, Joseph Kongolo, il est analyste politique et passionné des questions diplomatiques. Bonjour Joseph Kongolo, merci d'être avec nous dans ce studio. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et notre deuxième invité est Silvano Safari, politologue de formation et coordinateur national de la dynamique d'acteurs pour les questions de la patrie, DINAP. Bonjour Silvano Safari et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, monsieur Ronely. Alors, les présentations étant faites, pour mieux comprendre le contexte de ce numéro, nous vous proposons d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. La scène nous plonge au cœur d'une discussion entre étudiants dans leur salle de sport au sein de leur campus. Et une tension couvre autour de qui occupera la salle en premier. Écoutons. Hé Kitoko, regarde-moi ça. Encore un? Tu t'en rends compte? Encore. Cette salle de sport, c'est censé être notre espace, non? Ouais, c'est ça, man. C'est ça. Hé, Skoula, levez-vous et dégagez d'ici. Dégagez. Il parle à nous. Dégagez. Et pourquoi on bougerait? Parce que cette salle, c'est pas votre coin. C'est pas un coin réservé à votre fac. Vous devez dégager. C'est ça, c'est pas notre... On ne va pas vous laisser la squatter comme si c'était chez vous. Dégagez d'ici. Attends, au cas où tu aurais oublié, cette salle est pour tous les étudiants du campus. Non. Toutes les femmes confondues. Tu t'es trompé. Donc on ne bouge pas. C'est ce qu'on va voir. Non, on ne va pas bouger. On se laisse pas marcher dessus par des types sans matière grise quand même. Des vrais tonneaux vides comme nous, des tonneaux vides. On n'a pas de temps à perdre avec une bande de primitifs comme vous. Ok, vous ressemblez à des non-civilisés qui passent leur vie ici parce qu'ils n'ont jamais vu d'appareil de sport avant la fac. Attends, répète encore une fois pour voir. Oui. Voir quoi? Voir quoi? Tu vas faire quoi? Maintenant, vous déguerpissez tout de suite. Attends, dégagez. Personne ne bouge. Oui, vous allez partir. Personne. Non, personne ne bouge d'ici. On verra. Pourquoi être bien? Total. On ne se laisse pas marcher dessus par des types sans matière grise, des vrais tonneaux vides comme toi, wesh, lance un étudiant. Ma première question est pour vous, Joseph Kongolo. Pourquoi la plupart d'acteurs politiques ont du mal à aligner leur langage sur les initiatives diplomatiques en cours, notamment dans les cadres des discussions de Doha et Washington sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo? Bien, merci beaucoup pour la question et surtout m'avoir associé à ce débat. Mais ce qui est vrai, c'est que le langage, en général, est le fruit culturel. C'est une donnée culturelle. Ça passe par l'éducation et enfin, ça atterrit par l'instruction, la formation. Quand vous avez une bonne éducation,
vous avez une bonne instruction, je crois que vous avez la capacité de modérer le langage et de construire un langage réconciliant. C'est ce qui va donner lieu à une société de participation et de solidarité. Voyez-vous? Alors, si on a brûlé toutes ces étapes, on n'a pas une bonne éducation, voilà, une mauvaise instruction, voyez-vous? Et surtout aussi, l'élément culturel est très important. Ici, chez nous, nous connaissons. Quand on parle de quelqu'un de l'Équateur, un Moulouba, un Congo, à partir du langage, on sait comprendre. Pas seulement l'accent tonique, mais plutôt dans les réactions et tout ça, on sait, disons, on se connaît assez, voyez-vous. Donc ce sont des éléments importants qui constituent un langage. Et ce langage n'est pas seulement un langage verbal, il est gestuel, il est symbolique aussi, voyez-vous. Donc tous ces éléments, c'est un ensemble, n'est-ce pas? Un ensemble qui constitue vraiment, si vous voulez, le fondement, le noyau même d'une communication. Alors, si l'un ou l'autre a mal traversé l'instruction, l'éducation, ou bien il n'a pas pu nettoyer, n'est-ce pas, le culturel qu'il a reçu, eh ben, nous allons tous retomber effectivement dans ce mauvais langage qui ne permet pas une réconciliation, qui ne permet pas une communication qui amène à la paix. Donc, principalement, ce sont ces éléments qui semblent être à la base un peu de ce langage. Effectivement, aujourd'hui. Oui. Mais je ne voudrais pas qu'on confonde un langage diplomatique d'un langage de guerre. C'est-à-dire qu'on a dépassé le niveau de la diplomatie, on est dans un langage de guerre. En ce moment-là, il y a une différence. Et le langage auquel nous avons assisté à Bruxelles tout à l'heure, c'était pas un langage diplomatique, c'était un langage de guerre. Alors, quand on arrive à réussir à établir ces différences, on comprendra très vite que ce n'est plus un langage diplomatique. Là, on voit les mots, on tente de ne pas créer des conflits, voyez-vous. On a dépassé ce niveau. Nous sommes à un niveau où le langage diplomatique n'a plus donné suffisamment de résultats et on est passé à un langage de guerre. C'est ça, c'est vraiment un langage de guerre. Parce que dans un langage diplomatique, on tient compte de la considération de son interlocuteur. Or, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est des injures parfois et c'est des choses qui sont pratiquement contraires à un langage diplomatique. Voyez-vous? Donc nous sommes dans un langage de guerre qui n'a rien à voir avec le langage diplomatique, ou soit le langage diplomatique n'a plus donné de résultats qu'il faut et vite on est passé au langage de guerre. Bien entendu, une guerre se termine par toujours en dialogue. Peut-être on va revenir à ce langage du dialogue plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, ce langage a péri et il n'arrive pas à donner de résultats qu'il faut. Qui doit en principe recourir au langage diplomatique? Et ce langage, est-ce qu'il est uniquement réservé aux médiateurs ou aux négociateurs? Nullement. Le langage diplomatique fait partie de la notoriété de quelqu'un, en principe. On est médiateurs tous pour voir le conflit entre mon ami et sa femme. Je fais la médiation. En ce moment-là, je dois recourir à ce langage diplomatique pour ne pas léser ni l'un ni l'autre. Question d'aller dans le fond du problème et de trouver une solution qui soit l'amiable. Voyez-vous? Donc, le langage diplomatique. Mais ici, très symboliquement, la diplomatie relève, n'est-ce pas, des États, du langage ou de la communication entre États ou entre certaines organisations internationales. Voyez-vous? Là, c'est de manière un peu plus classique. Mais en ce moment-là, c'est toujours un langage difficile à comprendre. Voyez-vous? Il y a du mensonge, il y a du bluff, il y a du trompe-œil, il y a toutes ces choses-là qui arpentent, si vous voulez bien, ce langage diplomatique. Mais il y a la sagesse aussi qui intervient pour pouvoir cadrer ce langage et l'amener vers un objectif escompté, voyez-vous. Et quand quelqu'un n'a pas tous ces réflexes, eh ben, il est difficile de maîtriser un langage diplomatique proprement dit, voyez-vous. Donc c'est ça un grand problème ici chez nous, et que ce qui apparaît entre le pouvoir et ses ennemis, ou ses belligérants, ou si vous voulez même l'opposition, vous sentez que le langage est très musclé et il est absent. Qu'est-ce que je dis? La diplomatie est totalement absente. Quand vous parlez de cette musculation, bien sûr, vous parlez d'une certaine musculation, parce que ça, là il y a de l'opposition, il y a des camps qui s'opposent. Dans les deux camps, qui normalement devrait recourir à un langage diplomatique? En principe, les deux doivent recourir à un langage diplomatique. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous ne devez pas mépriser l'opposition. Voyez-vous? Donc vous devez donner de la considération à l'opposition parce que demain, c'est cette opposition qui pourrait être au pouvoir. Voyez-vous? L'opposition, de la même manière, ne doit pas aussi utiliser un langage non diplomatique. Il doit aussi avoir un langage très limité, très mesuré dans toute chose. Voyez-vous? C'est nécessaire. C'est ce qui constitue une société, j'ai appelé tout à l'heure une société de solidarité, une société de participation. Alors, si vous ne recourez pas à ce langage, vous êtes en train de faire ce que j'appelle la radicalité. Vous allez dans les extrêmes, l'un dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite. Eh bien, là, vous avez créé un champ de conflit, un champ de guerre, un champ de violence. Mais par contre, la médiation, ils vous sortent, n'est-ce pas,
de quoi? De vos extrémités. Il vous amène vers le centre, là où il y a la conciliation, la réconciliation, il y a là la véritable médiation. C'est ça le rôle du médiateur. Merci Joseph Kongolo. Je me tourne à présent vers vous, Silvano Safari. Vous vivez dans la partie est du pays. Comment vous avez accueilli cette ouverture au dialogue initiée par le président de la République, Félix Tshisekedi, dans la recherche de solutions à la crise actuelle? Est-ce que vous pensez que cette main tendue est un exemple classique du langage diplomatique et donc une opportunité dans une période marquée par des fortes tensions entre les deux pays? Merci madame. Permettez-moi tout d'abord de saluer les efforts diplomatiques entrepris par le gouvernement congolais pour établir la paix à l'est de notre pays. Ces efforts méritent d'être reconnus et encouragés. Si je peux revenir à votre question, ici à l'est, nous avons accueilli cette ouverture avec prudence, mais aussi avec espoir. Après des années de guerre, nous sommes vraiment fatigués. La main tendue du président peut être vue comme un geste diplomatique fort, parce qu'elle traduit la volonté de privilégier la parole à la confrontation ou à la violence. Je pense que c'est une opportunité, surtout quand les tensions régionales sont à leur comble, les relations entre nos deux pays sont en dents dessus. Même si certains doutent effectivement de la sincérité de l'autre cas, cette démarche se place la RDC du côté de la paix et du droit international, je pense. Monsieur Safari, vous disiez que la main tendue du chef de l'État au président rwandais a été bien accueillie dans la partie est du pays, bien qu'avec prudence. Mais qu'est-ce que vous dites alors à certains compatriotes qui estiment que le langage diplomatique est avant tout destiné aux faibles? Vous partagez cet avis également en regardant l'évolution de la situation sur le terrain? Oui, madame. Moi, personnellement, je ne pense pas. Le langage diplomatique n'est pas une faiblesse, bien au contraire, une force. Je pense que se battre, tout le monde peut le faire, mais dialoguer exige parfois du courage, de la maîtrise, mais aussi une vision. Sur le terrain, ce qui subit, c'est nous qui subissons, nous qui sommes à l'est, nous qui subissons les affres de la guerre, qu'une parole juste peut sauver des vies. La diplomatie, pour moi, je pense que c'est un art de mener la guerre sans recourir aux armes. Je ne suis pas de cet avis et de ceux-là qui pensent qu'on a mis tendu du président soit une faiblesse. Merci donc pour cette analyse, Silvano Safari. À présent, nous retournons au campus pour retrouver nos amis étudiants. Ici, la tension monte au niveau préoccupant face au manque de compromis sur quel groupe devra occuper la salle des sports. Aucune des parties ne semble en tout cas ouverte à la discussion. Suivez, on se retrouve après. Vous êtes malade, moi je suis pas ici. Je ne bouge pas. Calmez-vous les gars. Tu pars. Et si on s'est détendu un peu et parler? Non mais regarde-moi ces singes-là qui viennent nous... Vous m'écoutez ou quoi? On ne t'écoute pas. Tu vois pas qu'ils viennent nous déranger? Nous on va se laisser faire. Hein? Non, on va pas accepter qu'une bande de fainéants nous dise de dégager alors qu'on est là pour s'entraîner et qu'on a encore du taf physique à faire. Mais écoutez-moi les gars. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous continuez comme ça avec vos insultes, vous n'allez jamais trouver des solutions. Au lieu d'apaiser les choses, vous les chauffez encore plus là. Redescendez et causez normalement, ok? Non. Pas question. Pas question, Amani. Pas question. On n'est pas là pour déblatérer comme des politiciens. Ouais, c'est ça. S'il y a du feu, on réplique avec du feu. Exact. Papa, t'as dit quoi là? Votre fac, c'est un ramassis d'ignards. Si on vous laisse faire, vous allez passer la nuit entière ici à rien foutre. Bande d'ignards, des ignares. Attends les gars, vous avez entendu ce qu'ils ont dit là? Dites-moi, qu'est-ce qu'on attend? On les vire tout de suite? Ces vagabonds qui viennent foutre le bazar pendant notre entraînement sacré. Non. Tu fais ça, c'est impardonnable. Commençons par toi. Moi, je bouge pas. Je vous ai demandé de changer des langages. Non. Mais qu'est-ce qui ça va commencer par toi. Qu'est-ce qui vous prend, Seigneur? Je t'ai dit, you manquez de respect. Pas question, on n'est pas là pour déblatérer comme des politiciens. S'il y a le feu en haut, on réplique avec du feu, prévient un étudiant. Monsieur Joseph Kongolo, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences du manque de dialogue entre les parties en conflit? Le manque de dialogue, c'est la radicalité, c'est-à-dire que chacun se réfugie dans son coin. Il n'y a pas communication,
Il n'y a pas de dialogue non plus. Et là, la situation pourrit. Parce que toute situation, quand elle perdure sur le terrain, elle se transforme en anarchie. Donc nous entrons carrément dans ce qu'on appelle l'anarchie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu comme mouvement ni de dialogue, ni de communication, ni de contact non plus. En ce moment-là, pratiquement on est dans l'anarchie. Et l'anarchie, c'est pratiquement le désordre total. À ce moment-là, ça devient très difficile de recréer encore la confiance de part et d'autre pour renouer le dialogue. Ça demande un peu plus d'efforts. Beaucoup plus d'efforts qu'en temps normal, quand il y a conflit en temps normal. Alors, quand il n'y a pas cet effort, justement, c'est ce que je dis, la violence s'enquiste. Ça veut dire que chacun se retire dans son coin et tout de suite, c'est la violence qui part. La seule communication qui reste, c'est la violence. Et à ce moment-là, la situation pourrit. C'est ça l'anarchie, effectivement, là où c'est la force qui dicte la loi maintenant. Et dans ces conditions, la situation pourrit et il y a faillite de la société, en fait. Et du côté des victimes, comment perçoivent-elles ce langage diplomatique lorsqu'on y recourt? Est-ce perçu comme une avancée ou plutôt une forme de déni de tout ce que ces victimes vivent? Bon, tout dépend. D'abord, le langage diplomatique, c'était le langage des initiés. C'est très difficile qu'un citoyen lambda perçoive effectivement le contenu réel. Pourquoi? Parce que les codes utilisés dans un langage diplomatique, chaque mot a une histoire, chaque mot est une action. Voyez-vous? C'est que les gens ne perçoivent pas tout de suite. N'est-ce pas? Ils voient le mot, ils voient son contenu, alors ce mot-là a une histoire dans le conflit, l'histoire du conflit bien sûr. C'est comme ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi, quand il y a communication politique, il y a le leader qui parle, mais il faut des leaders intermédiaires pour transformer ce langage des initiés en langage normal, en langage que l'histoire lambda peut comprendre. Voilà pourquoi il doit y avoir ce système d'intermédiaire en termes de langage pour faire comprendre effectivement la base. Et je crois que le président de la République essaie de se livrer à cet exercice parce que du haut de la tribune, il a parlé et les gens ont réagi en sens contraire. Et devant la communauté congolaise, il a essayé de donner un contenu à tous ces mots là-bas pour faciliter la compréhension des autres. Je reviens vers vous, Silvano Safari. Les États sont-ils obligés de recourir au langage diplomatique pour résoudre un conflit? Est-ce que ce type de langage peut-il contribuer à la paix? Oui, je pense que c'est une obligation, non seulement politique, mais également morale. La diplomatie, je pense que c'est la voie la plus civilisée pour résoudre des différends. Un langage bien mesuré peut créer un climat de confiance qui est effectivement une condition essentielle à toute paix durable. Vous constaterez que même pendant les guerres, les États continuent souvent à se parler, preuve d'une démocratie qui reste effectivement les derniers ponts à bas les chaos. Est-ce qu'il y a un risque à venir lorsque le langage non formel, là je vais parler du langage belliqueux, est utilisé en dehors du cadre des discussions officielles? Justement, c'est très risqué. Le langage belliqueux, comme vous venez de le soulever, peut afficher parfois la haine, mais peut relancer les tensions, surtout à cette ère des réseaux sociaux. Une seule déclaration agressive peut compromettre des mois, voire des années de fautes diplomatiques. Raison pour laquelle nos dirigeants doivent effectivement peser chaque mot dans le contexte qui est le nôtre. Le mot devient parfois une arme. Merci encore une fois, Silvano Safari, pour cette analyse qui nous amène dans la dernière partie de notre émission. Mais avant cela, nous retrouvons nos amis étudiants dans un dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois, ils apprennent à utiliser un langage courtois et poli après avoir abusé du langage belliqueux et informel. Suivant. Regardez-moi cette bravo les gars, bravo. Mais il est malade. Bravo. Les gars, dites-moi, comment pensez-vous sortir de cette situation si vous continuez d'utiliser ces langages belliqueux? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse confronter à cette situation? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il fallait menacer ma pole. Parler calmement, les gars. Respecter l'autre et chercher un compromis. Un peu d'eau dans les veines de chacun. Ça marche mieux que de gueuler non-stop. On capte ton message, on comprend. Mais Amani, on en avait marre de cette injustice. Tout le monde devrait pouvoir utiliser la salle, pas juste un certain. Et toi, tu trouves normal de venir nous virer d'ici? Ça, c'est pas aussi de l'injustice? Voilà, les gars, vous voyez le truc? Tous les deux côtés, vous avez votre part de responsabilité. Au lieu de régler l'accès à la salle, votre langage ne cesse d'augmenter les problèmes, des divisions, des bagarres. Et maintenant là, la salle va rester inutilisable un moment. Une perte pour tout le monde. Toi, tu vas rapporter ça? Oui.
Ça, vraiment, on n'avance pas. On Je n'avance pas. comprends, on aurait dû parler autrement. Alors. Exactement. Quand ça chauffe, au lieu de se lancer dans des bras de fer verbal, vaut mieux parler avec respect, diplomatie. Un langage qui calme, qui respecte les autres. Ah oui, je comprends très bien. Mais on ne l'a jamais vraiment appris. Asseyez-vous, c'est pas sorcier. On va discuter. Exactement, quand ça chauffe, au lieu de se lancer dans un bras de fer verbal, mais faut parler avec respect, diplomatie. Un langage qui calme, qui respecte les autres, dit l'un des acteurs. Joseph Kongolo, quels peuvent être les avantages si les protagonistes utilisent un langage diplomatique et que faire pour inviter les uns les autres à ne pas considérer ces langages comme une faiblesse ou une capitulation? D'abord, la première chose, c'est le contenu d'une diplomatie capable de résoudre un conflit. C'est d'abord la bonne foi. S'il n'y a pas de bonne foi, il n'y a pas une bonne diplomatie qui soit capable de résoudre un conflit. Deuxième élément, c'est la confiance. Il faudra que les partenaires en présence se fassent confiance. Troisième chose, c'est le respect. Et quatrième chose, chacun a focalisé son regard sur les intérêts. C'est-à-dire que l'objectif de toute diplomatie, ce sont les intérêts. Voyez-vous, quel est mon intérêt dans ça? Comment on va résoudre le problème? Il faut faire ce qu'on appelle la concession. La concession sur les intérêts. Voyez-vous, si vous avez tous la bonne foi, la confiance, le respect, n'est-ce pas? Vous pouvez facilement faire des concessions qui vaillent. Donc, c'est ça un peu, pour moi, le socle d'une diplomatie capable de résoudre un problème. Parce que toutes les diplomaties ne résolvent pas de problème. Je crois qu'on a suffisamment parcouru une voie plus longue, n'est-ce pas, de la diplomatie, à distance, voyez-vous, et cette diplomatie a vieilli, elle a perdu vraiment sa pertinence. Aujourd'hui, elle devient une diplomatie de guerre. Même la communication du président de la République, ce n'est pas une diplomatie de bon enfant. Il faut le dire. Les déclarations, n'est-ce pas, à Bruxelles n'étaient pas une déclaration de bon enfant, parce que ici, un partenaire dit à l'autre, regarde ce que tu dois faire. Je tends ma main. Et la main signifie que toi, tu dois donner l'ordre à l'autre de quitter le territoire national. Si tu ne le fais pas, toi, tu dois me faire une offre. Bientôt, j'attends ton offre. Donc, c'est de la menace, tout simplement, qui n'avait rien à voir avec une faiblesse, qui n'avait rien à voir avec de la bonne foi en réalité. Ça veut dire que c'est un conflit qui a tellement vieilli, qui a agacé les partenaires, et on réagit par des injures, on réagit par ceci, alors que ce sont des grandes personnalités qui ne doivent pas tenir ce genre de langage. Voyez-vous? Donc c'est une situation qui a pourri au fait. Une diplomatie qui a pourri, elle devient une diplomatie de guerre. En réalité, je crois qu'il y a encore plus d'efforts à faire pour arriver à les mettre à table, reconstruire la confiance, la bonne foi, pour pouvoir mener, n'est-ce pas, cette négociation à bon port, c'est-à-dire arriver à la paix. Ce qu'il faut craindre, c'est que si la diplomatie échoue, sachez que nous allons basculer dans la violence brute. Et c'est cette violence brute qui va faire que ça sera la force des armes qui va devoir résoudre ce problème. Mais alors, là, c'est le carnage sur carnage. Et à la fin, on revient encore à la table de négociation pour négocier. Je crois qu'il faudra être plus sage en ce moment-là pour pouvoir entamer des discussions aujourd'hui et mettre fin à ce conflit qui ne fait que couler beaucoup de sang, beaucoup de larmes. Je crois que c'est pas humain, c'est pas civilisé non plus. Pensez-vous que le langage diplomatique peut redorer l'image d'un pays? Évidemment, c'est-à-dire que ce sont des conventions politiques internationales. La diplomatie elle-même, en réalité, je vous ai dit au début qu'il y a du mensonge, du bluff, du trompe-œil, tout est dedans. Une façon de donner une forme, n'est-ce pas? Une forme de civilisé, mais en réalité, le fond, ce sont les intérêts. C'est autour des intérêts, justement, que les gens se cassent les dents, voyez-vous. Donc la diplomatie, c'est vrai, aujourd'hui, elle peut arriver à résoudre un conflit, comme le nôtre d'ailleurs. On peut toujours arriver à le résoudre par une diplomatie. Vous êtes passionné des questions diplomatiques. Est-ce que vous avez vraiment des exemples, par exemple, concrets, où nous avons vu des États s'investir dans le langage diplomatique et qui ont abouti à des résultats de paix, de cohésion et d'y vivre ensemble dans une région ou une autre? Très souvent, c'est après la guerre, après la violence brute. Vous avez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qui a donné lieu à l'ONU, voyez-vous. Donc, toutes les diplomaties qui ont été engagées avant la guerre n'ont pas réussi. Et on est allé dans la violence avec près de 6 millions, 8 millions, 10 millions de morts, voyez-vous. Donc, c'est après cette guerre, quand on s'est détruit mutuellement,
eh ben, on se trouve tous en position de faiblesse et disposer, n'est-ce pas, aller à la table de négociation. Très malheureusement. Il y a eu aussi des cas où la diplomatie a eu à éviter la guerre. Il y a eu des cas comme ça où la diplomatie a eu à éviter la guerre. Donc, nous croyons ici chez nous que ce sont les acteurs en présence. Merci, Monsieur Kongolo. Monsieur Silvano Safari, je reviens vers vous. Dans un contexte comme la RDC, est-ce que le langage diplomatique peut servir à redorer l'image du pays? Absolument, madame. Si j'essaie un peu de paraphraser M. Congo, le langage diplomatique montre que la RDC choisit la voie du dialogue plutôt que celle de la violence. La participation de notre pays aux discussions régionales sur la sécurité, l'intégration économique renforce déjà l'image de notre pays, mais également l'international qui on utilise toujours un peu métier. Et cela a fait attirer des partenariats, des soutiens essentiels pour la reconstruction de notre pays. Et que doivent alors faire les médias, les acteurs de la société civile pour promouvoir ce langage diplomatique? Moi, je pense que les médias et la société civile doivent comprendre qu'ils ont un rôle pédagogique à jouer. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent sensibiliser, et éduquer et donner l'exemple des langages pacifiques. Une radio, peut-être un journaliste, peut être un véritable ambassadeur de la paix et simplement par les temps, effectivement, qu'il emploie pendant les débats, pendant certaines émissions. Et cela peut changer les mots. C'est là où peut commencer les changements du monde du langage dans les contextes actuels. Vous pensez pas comme M. Kongolo qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ce côté-là parce que les uns et les autres sont inféodés, disons, au pouvoir ou à l'opposition, aux belligérants, etc. Dans cette situation, je pense que nous devons mettre de côté les journalistes et nous, la société civile, nous devons mettre à côté nos dépendances politiques. Parce que c'est déjà une question d'intérêt national. C'est déjà une question qui peut jouer positivement ou négativement et à la cohésion nationale. Et on les voit déjà, les langages ibalo et suisse. Cela est en train d'affaiblir notre cohésion. Alors les journalistes et la société civile doivent être les vecteurs du changement dans ce contexte. Et ils doivent donner de bons exemples à toute la communauté, la société, partout. Chacun peut contribuer, et tant soit fait, et à restaurer l'image de notre pays sur le plan international, mais également régional, et surtout pour renforcer la cohésion et l'unité nationale. Très chers auditeurs, c'est sur cette intervention de Silvano Safari que nous bouclons ce 42e numéro de Téléthon qui fait la panique. Ce que nous retenons aujourd'hui, le langage diplomatique n'est pas qu'un outil réservé uniquement aux diplomates et aux négociateurs. C'est une posture, une manière de reconnaître l'autre, même dans les désaccords. Même s'il ne constitue pas une solution intégrale à la crise, son absence peut engendrer de malentendus, des tensions et conduire à une destruction mutuelle. Cependant, chers auditeurs, il faut aussi reconnaître que ce langage peut être perçu comme distant, codé, voire hypocrite par les populations qui souffrent. Toutefois, il faut comprendre que le recours au langage diplomatique permet de dire sans blesser, de négocier sans s'humilier et de construire sans dominer. Si en adoptant cette posture, que la région des Grands Lacs peut effectivement bâtir la paix et consolider le vivre ensemble. Merci à nos invités Joseph Kongolo et Silvano Safari pour leur contribution. Merci à Paul Badanyama, à la régie technique et à vous, chers auditeurs auditrices, pour votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Ce programme est à suivre en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05 heure de Kinshasa ou en podcast sur radiocapi.net et à barirdc.net. Et surtout, prenez soin de vous et du langage que vous employez, car dit-on, ce n'est pas ce qu'on dit qui fait mal, c'est comment on le dit. Très heureux, nous serons de vous retrouver dans notre prochain épisode sur votre radio. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.